Doit-on parler d'une nouvelle ère dans les relations de coopération militaire entre le Tchad et la Turquie, que pourrait apporter le déploiement des soldats turcs sur une ancienne base militaire, celle d'Abéché, à la frontière entre le Tchad et le Soudan? Selon plusieurs médias turcs, le 16 janvier dernier a eu lieu une réunion de l'ambassadeur turc avec des représentants du Tchad, à la suite de laquelle un accord a été conclu sur l'utilisation de la base aérienne d'Abéché. L'accord stipule que des spécialistes de la Turquie y formeront des militaires locaux à la gestion de drones, une présence militaire et qui ne manque pas de questionner. Pour quelles réelles implications, notamment sur le plan sécuritaire? Nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation dans quelques instants. Et puis, une autre interrogation: de quoi doit-on, ou du moins de quoi les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont-ils parlé? La question n'échappe à aucun observateur quelques jours après les révélations faites autour de ce dîner offert à l'Élysée par le couple Emmanuel et Brigitte Macron au président ivoirien accompagné de son épouse Dominique Ouattara. Rétrocession du 43e BIMA, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, situation socio-politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest, ou encore crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les sujets de conversation n'ont pas manqué. Bonsoir à vous et bienvenue. Et quand une porte se ferme, une autre automatiquement s'ouvre. Voilà donc une maxime qui illustre à suffire la nouvelle coopération militaire entre le Tchad et la Turquie. Ceci dans le sillage du retrait définitif des soldats français officialisés il y a quelques jours lors d'une cérémonie à laquelle a pris part le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Selon plusieurs médias turcs, un accord de coopération militaire a été paraphé le 16 janvier dernier entre N'Djamena et Ankara. Cet accord stipule que la Turquie doit donc construire une base militaire du côté d'Abéché avec des spéculations, du moins des points précis. Les soldats turcs déployés du côté de N'Djamena auront pour mission de former les forces armées, ou du moins les éléments des forces armées tchadiennes. Nous tenterons surtout de questionner la démarche des autorités de N'Djamena qui sont visiblement engagés dans une logique de diversification de leurs relations de coopération militaire, et ce avec tous les partenaires, déterminés selon le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à respecter la souveraineté du peuple tchadien. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur la rencontre secrète entre Emmanuel Macron et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'était en fin de semaine dernière. La rencontre est restée discrète, mais selon, bien sûr, certaines sources dignes de foi, plusieurs sujets ont été abordés durant, bien sûr, ce dîner offert à l'Élysée par le couple Emmanuel et Brigitte Macron au président ivoirien accompagné, bien sûr, de son épouse Dominique Ouattara. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la rétrocession du 43e BIMA, la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest de façon générale, ou encore le conflit, la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces sujets ont été abordés, mais c'est surtout le timing de cette rencontre que nous questionnons ce soir. Aux côtés d'Adama Inassé, vous êtes au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je rappelle que vous êtes un habitué également de cette émission du Point sur l'actualité. Vous êtes le chargé de la communication de la planète des jeunes panafricanistes. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir à vous, Adama. Bonsoir, cher Nguéné. Bonsoir à mon co-débatteur sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média. Bonsoir aux techniciens, aux PDG. Et tous ceux qui œuvrent à ce que l'éveil de conscience panafricaine puisse arriver là où il faut, avec les moyens qu'il faut. Et vraiment, merci pour l'invitation et également beaucoup de courage pour votre détermination à l'éveil de conscience africaine.
C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci. Le plaisir est partagé à Adama Inassé. Merci à vous. À vos côtés, je rappelle que nous serons rejoints dans quelques instants par deux autres invités, Sylvain Bogo à Londres ou encore Kosisi Baba Nicolo du côté de Paris. Mais sur le plateau, à mes côtés, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité, Patient Parfum d'Homme. Très bon début de semaine à vous, doyen. Bonsoir Baudelaire Nguene de Prince de Matombe. Bonsoir à mon jeune frère Adama Inassé depuis Ouaga. Bonsoir à toute la grande galaxie panafricaine, à nos valeureux techniciens et sans oublier justement ce vaillant peuple congolais qui continue de subir le martyre des incompréhensions mais surtout de l'incurie de sa classe politique dirigeante. Et merci pour cette invitation. Voilà. Merci à vos patients parfaits d'hommes. Nous n'avons pas oublié les habitants de Goma ou encore de Bukavu. Nous avons bien sûr une pensée pour tous les Congolais qui traversent actuellement une situation sécuritaire difficile. Nous aurons l'occasion d'évoquer l'actualité congolaise et ce dehors de nos prochaines émissions organisées sur les antennes For You Média Africa, notamment demain mardi à l'occasion de votre matinale informative For You Matin aux côtés de Sikendoube. Mais pour l'heure, parlons de cette coopération militaire Tchad-Turquie. Est-elle nécessaire? C'est quoi la pertinence, passez-moi l'expression, Adama Inassé, de cette coopération, de cette nouvelle forme de coopération aujourd'hui entre le Tchad et la Turquie? L'accord a été paraphé le 16 janvier dernier selon bien sûr plusieurs médias turcs qui évoquent la construction d'une base militaire turque du côté d'Abéché à la frontière avec le Soudan. C'est quoi la pertinence de cette démarche quand on sait qu'en face les autorités tchadiennes ont réaffirmé au lendemain du départ définitif des soldats français leur volonté entre autres à diversifier leurs relations de coopération? Merci pour la question. Vous savez, aujourd'hui, il y a une certaine dynamique, surtout en Afrique, concernant cette question de souveraineté, où chaque État, surtout les anciennes colonies francophones, cherche quand même à expérimenter d'autres relations, d'autres partenariats. Cela y va sur le plan économique, sur le plan militaire, et naturellement aussi sur d'autres plans. Maintenant, le plus souvent, il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Lorsque l'on prend le cas des États de l'AES, vous allez vous rendre compte que également il y a la diversification du partenariat, que ce soit militaire, économique et autres. Mais moi, je pense qu'ici, avec ce que le Tchad est en train de faire, c'est un peu différent. C'est de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Je prends d'abord le cas de l'AES. Le partenariat militaire, c'est exclusivement dans l'apport de compétences, les transferts de compétences, le matériel, l'acquisition du matériel et aussi le renseignement et beaucoup d'autres paramètres. Mais vous allez vous rendre compte que les États de l'AES ont demandé aux bases militaires françaises de partir, mais n'ont pas demandé à ce que d'autres bases militaires viennent s'installer. S'il y a coopération militaire, s'il y a instructeurs qui doivent venir, ce n'est pas dans une base exclusive, mais ils viennent pour former, encadrer les éléments et après leur mission, ils repartent. Mais ce qui m'étonne ici est que les autorités tchadiennes autorisent la construction d'une base militaire turque sur leur territoire, tout en insinuant que ce sera pour la formation des militaires locaux sur le plan technique et d'autres plans. Mais quand même, l'erreur que nous voyons ici, c'est l'autorisation de la construction d'une base militaire. Sinon, pertinemment, nous savons que les États africains n'ayant pas du matériel militaire, n'ayant pas d'industrie de construction ou de fabrication de matériel militaire exclusivement, naturellement, ils vont s'acquérir de ces matériels-là dans d'autres États. Et il faut bien noter qu'avec l'acquisition de ce matériel, naturellement, il faudrait quand même des experts qui vont venir former le personnel local à l'utilisation de ce matériel. Donc ici, c'est le côté pertinent de cet accord militaire-là, et aussi avec la lutte antiterroriste, je dirais un peu mondiale, et surtout
accrue au niveau du Sahel. Naturellement, le Tchad a besoin de matériel militaire autre que le côté français, parce que nous avons vu dans chacun de ces États de l'AES ou même de ces États francophones sahéliens, la présence militaire française n'a apporté aucun résultat conséquent par rapport à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, là où les bases militaires françaises s'implantent, naturellement, c'est là-bas qu'il y a la recrudescence des attaques terroristes. Nous avons conclu naturellement que c'est une manière d'imposer la prolongation de la présence de ces militaires français sur ces territoires, qui fait qu'en accord, naturellement, nous avons su que la France est parraine de ces groupes terroristes-là. Donc, c'est leur envoyer pour mettre la pression sur les autorités, leur poussant à accorder encore plus de délai à la présence militaire. Et donc, cette présence militaire n'ayant été fructueuse en aucun moment, naturellement, il faut tâter d'autres partenariats militaires pour voir dans quelle mesure on peut sécuriser son territoire, on peut apporter en tout cas la quiétude à sa population. Mais le souci ici, c'est de ne pas remplacer comment dire, un concurrent par un autre concurrent. Parce que la Turquie, si le Tchad accepte que la Turquie construise une base militaire en Turquie, c'est l'autre face de la même pièce que la Turquie est en train d'utiliser, puisque en demandant aux bases militaires françaises de partir, certes, ils n'ont pas produit de résultats. Est-ce que les Turcs vont accepter réellement aller mourir face aux terroristes à cause des beaux yeux du peuple tchadien? Donc, ici, moi, je pense que les militaires tchadiens doivent compter sur eux-mêmes. Certes, ils doivent chercher du matériel à l'extérieur, mais doivent compter sur eux-mêmes, ne pas forcément donner de l'espace à d'autres bases militaires, mais plutôt occuper eux-mêmes, surtout avec l'expérience qu'ils ont dans la lutte contre le terrorisme avec le père Déby. Je pense que c'est cette expérience-là qu'ils doivent accentuer, mais avec du matériel sophistiqué. Et également, l'autorisation de la construction d'une base militaire par les militaires turcs va à l'encontre de la lutte pour la souveraineté, puisque pour être souverain, il faut avoir forcément une force militaire vraiment très professionnelle et très qualifiée. Et en accordant la présence de bases militaires d'autres États, je pense qu'il y aura certaines parties du territoire qui ne seront pas contrôlées par nos propres forces, mais plutôt par d'autres forces. Au-delà de cela, il faut aussi beaucoup se méfier, ne pas donner l'exclusivité du partenariat militaire à la République turque, parce que à ce que nous sachions, la République turque ne défend que ses propres intérêts. Nous avons l'exemple du partenariat avec la Syrie, où à partir d'un certain moment, la Turquie a tourné dos, et aujourd'hui, Bachar Assad est, je vais dire comment, a fui son pays et d'autres ont pris le pouvoir. Nous avons le cas du partenariat avec la Libye, où l'OTAN, la Turquie a joué son rôle de membre de l'OTAN et a abandonné la Libye. Tout récemment, ça nous laisse à réfléchir également lorsque la Turquie avait cessé de livrer les drones au Mali. Tezawaten a été attaqué par surprise. Et donc, c'est beaucoup de cas qui nous montrent qu'il ne faudrait pas accorder toute sa confiance et toute l'exclusivité du partenariat militaire à la Turquie. On peut être partenaire avec la Turquie, certes, dans les achats du matériel militaire, de l'équipement et même du transfert de compétences, la formation et tout, mais ne pas donner une partie de sa souveraineté, le contrôle d'une partie de sa frontière, parce que qui dit construire une base militaire dans telle ou telle frontière, c'est dire également les empêcher d'intervenir dans ces bases militaires. Nous avons vu avec la France, où il y a certains pans du territoire, à cause de la présence militaire française, on interdisait aux militaires locaux d'accéder ou de dépasser une certaine limite. Si ça doit aller dans cette même logique-là, je pense que les autorités tchadiennes sont en train de commettre une erreur qui peut-être pourrait les coûter cher après. Certes, on veut lutter pour notre souveraineté. Certes, on veut collaborer avec d'autres partenaires, tâter d'autres horizons en termes de partenariat militaire, mais il ne faudrait pas oublier de faire confiance
d'accroître les capacités de nos militaires, de faire confiance à nos propres militaires et de se faire confiance pour être pleinement souverain. Parce que celui qui se bat sur son propre territoire pour la souveraineté, la sécurité de ses propres parents n'a pas la même manière de se battre comme celui qui vient de l'extérieur pour occuper un territoire en échange d'une certaine prime donnée. Donc, de prime abord, ce partenariat est peut-être pertinent, mais il ne faudrait pas donner toute la confiance et jusqu'à aller abandonner une partie de sa souveraineté à une autre. Sinon, ce serait du copier-coller, du remplacer l'un par l'autre. Et en ce moment, ce sera un pas en avant, un pas en arrière. On sera toujours au même point de départ. Merci à vous, Adama. Idassi, on rappelle que pour l'instant, nous ne maîtrisons pas toutes les clauses justement de cet accord en question signé donc selon les médias turcs le 16 janvier dernier, mais on se focalise tout de même sur certains détails qui ont filtré, comme quoi les forces armées turques devraient former les soldats tchadiens à l'utilisation de drones et des avions de combat turcs. De plus, les entraînements conjoints seront prévus pour renforcer la coopération militaire bilatérale. Des exercices militaires futurs sont importants, notamment pour résoudre les problèmes liés à la lutte contre les groupes armés terroristes. Alors, patient Parfendon, faut-il émettez-vous également des réserves à ce partenariat entre N'Djamena et Ankara, ou alors faut-il saluer le fait qu'aujourd'hui les autorités tchadiennes soient résolument tournées vers la diversification de leurs relations de coopération et ce même dans le domaine militaire? Vous connaissez ma position par rapport au régime tchadien et là ma position n'a pas varié depuis un bon bout de temps. Ce régime-là n'est pas à sa place, elle ne mesure pas les enjeux nouveaux de notre continent et est dans la capacité de se projeter dans le futur de ce que les relations internationales seront obligées d'amener l'Afrique à pouvoir se décider. Ça veut dire quoi? Vous remettrez en question tous les actes qui seront posés par ce régime parce que vous avez une vision propre du régime en place, patient Parfendon? C'est pas une question. Bien que certaines actions soient considérées comme allant justement dans le sens de servir les intérêts du peuple tchadien, à en croire justement les autorités tchadiennes aujourd'hui. Le départ des soldats français, patient Parfendon. C'est une grosse escroquerie. Je l'ai dit, je reviens là-dessus puissamment. Ce n'est pas le Tchad qui a demandé à la France de partir, c'est la France qui est partie pour des raisons évidentes. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas voir cette réalité et qui continuent de se gloser dans le patriotisme de M. Kaka Idriss Déby, qui aurait fait partie des troupes françaises, c'est de la supercherie et de l'escroquerie politique, tout simplement. Je crois que ce n'est pas parce qu'on combat un ennemi que nous ne devons pas nous-mêmes avoir la capacité d'analyser les faits et de nous rendre compte que quelque part on a été grugé. Alors, il y a un fait qui est important. Les Africains qui sont en position de faiblesse, on le voit un peu partout dans les conflits qui se passent au niveau de notre continent, doivent arrêter de jouer à ce tango maléfique-là. Il faut choisir son camp. On ne peut pas au même moment chasser la France, qui est membre de l'OTAN, et faire venir la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Il y a un problème. Du fait que la Turquie fasse partie de l'OTAN, patient Parfendon, ou alors les approches, on a l'impression que les approches ne sont pas les mêmes entre la Turquie et Paris aujourd'hui. Oui, on n'a pas cette approche condescendante, quand on regarde le rôle de médiateur joué pratiquement par le président Recep Tayyip Erdogan, récemment encore pour le cas de l'Éthiopie et de la Somalie. On se rend compte que là, clairement, on tient compte des enjeux, ou du moins des intérêts des États africains, contrairement aux partenaires conventionnels qu'était la France, par exemple. Patient Parfendon. Il faut voir aussi, analyser cette situation sur le plan global. Il ne faut pas seulement les voir sur des petits coups, c'est-à-dire c'est une politique d'à-coups. Oui. N'est-ce pas, une gestion de la petite semaine. On a quand même vu le rôle de la Turquie dans la déstabilisation de la Syrie, où aujourd'hui nous avons des djihadistes, membres de l'État islamique, qui sont au pouvoir à Damas. Même s'ils se revendiquent être des anciens membres de l'État islamique. C'est vous qui le dites, mais dans les faits, c'est-à-dire que je dis, mes opinions peuvent être contestées. Mais quand on analyse des faits, on voit comment ces gens-là actent, ça pose problème. Et le Tchad, avec la nouvelle direction, a tendance
à obliger les populations tchadiennes, surtout celles qui sont au sud du pays, d'aller vers une islamisation forcée. Je mets les pieds dans le plat et je dis des choses telles que les faits sont en train de nous démontrer. Il faut faire attention à tout cela. Il faut faire très attention à tout cela. Donc, ce n'est pas parce que certains propagandistes panafricains ont pris fait et cause pour Kaka Déby qu'on va se refuser d'analyser, dans le fond, qui est ce régime et les actes qu'il pose. Je dis que l'OTAN est membre, pardon, la Turquie est membre de l'OTAN. Oui. À moins que Trump tue l'OTAN, ce que je présage moi. Mais l'OTAN, c'est quand même la puissance militaire du monde unipolaire. Et la Turquie est l'une des puissances militaires les plus importantes. En Europe, c'est la plus puissante armée de l'OTAN. Vous ne pouvez pas l'oublier. Ou bien vous ne pouvez pas faire semblant. Donc on ne peut pas être dans une démarche pour nous affranchir de la tutelle impérialiste occidentale à travers ces différents mécanismes que nous connaissons, dont l'un des bras militaires, c'est l'OTAN, et aller encore embrasser l'OTAN après soi-disant avoir chassé les troupes françaises de son sol. Ça pose un véritable problème. Et Adama Inassé a dit quelque chose de très pertinent. Mais le Tchad doit aussi regarder autour de soi comment les autres pays font. Comment fait le Cameroun? Le Cameroun envoie quand même un certain nombre de ces éléments. Je prends le cas de Cameroun, hein, je suis sûr que ça ne va pas faire de l'ombre à d'autres, parce que je parle de ce que je sais. Certains de ces éléments de l'armée en formation dans d'autres pays tiers. Avant, de manière quasi exclusive, c'était en France. C'est ainsi pour nos officiers. Ça a évolué depuis un certain temps. Les Camerounais vont au Maroc, les Camerounais vont en Chine, les Camerounais vont même aux États-Unis, les Camerounais vont en Russie se former. Voilà ça. Là, on peut penser qu'il y a diversification des partenariats et diversification des expériences pour qu'on ramène tout cela au bercail. On puisse forger un certain esprit militaire qui soit propre, n'est-ce pas, à l'armée camerounaise, de cette armée africaine, en fonction des différentes expériences que ces différents officiers et sous-officiers auraient acquis à l'extérieur. Mais faire venir un pays tiers, lui donner la possibilité d'implanter une base militaire dans cette zone d'Abéché dont nous savons ce qu'il représente pour la sécurité, et du Tchad, et des pays qui sont en dessous du Tchad, pose un problème, sans oublier que la Turquie est déjà impliquée dans le conflit libyen, où elle est présente. Donc je crois qu'une fois de plus, au lieu de jouer son rôle de pivot au niveau de Sahel, le Tchad est en train de tout simplement d'avoir une attitude d'aplaventrisme par rapport aux forces étrangères dont la Turquie est l'un des 10 représentants de l'OTAN. Je rappelle qu'il y a des troupes hongroises présentes au Tchad, alors nous parlons. Donc tout ça mis ensemble me donne pas l'impression d'avoir une clarté dans les intentions du gouvernement tchadien, justement, d'être un exemple patent de cette volonté des hégémons africains à se libérer de toute forme de tutelle, surtout impérialiste occidentale, sur le continent africain. Au contraire, ce n'est même pas un pas en avant, deux pas en arrière, parce que là encore c'est la prudence, ça c'est Lénine, mais là c'est que des pas en arrière que nous sommes en train de faire parce que nous refusons nous-mêmes d'assumer nos propres responsabilités en allant, en définissant nos propres enjeux, nos propres intérêts, en dessinant nos propres futurs et en calibrant, n'est-ce pas, l'ensemble de ce que nous avons comme moyen pour pouvoir rendre opérationnel ce futur-là par la capacité qu'on serait amené à donner, n'est-ce pas, à la défense de nos pays et de nos régions. Une fois de plus, cette présence turque-là... elle me pose problème, patient parfait. Et surtout cette image que j'ai vue, là encore, sur le plan symbolique et même culturel. Faire défiler cette image de cet enfant qui embrasse le drapeau turc. Quand vous voyez des images pareilles, vous vous posez la question, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que l'inverse est possible? De voir un petit Turc en train d'embrasser le drapeau tchadien? Ce n'est pas parce que les gens nous taxent de pauvres que même sur des symboles aussi puissants qui risquent d'avoir des construits d'assujettissement assez puissants,
au niveau de nos générations futures qu'on peut se permettre de pareilles images. L'image, je crois qu'elle va revenir d'un moment à l'autre. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée également pour les autorités tchadiennes, après avoir chassé la France, ou du moins les soldats français, de redéfinir justement leur relation de coopération militaire, et ce avec tous les partenaires qui viendront? C'est l'occasion rêvée d'y inclure, patient parfum dans ces accords, des clauses qui leur seront favorables. Oui, mais pas, on ne va pas quand même tout remettre en cause. Je remets cette action en cause. L'AES a également une relation de coopération militaire avec la Turquie. Il y a combien de bases turques? On ne la remet pas forcément en cause, cette coopération. Mais tout ne se limite pas à la base militaire, patient parfum d'homme. Oui, mais acheter les armes, je l'ai dit. On a parlé de toutes les activités connexes. Acheter les armes. Non, Guéné, acheter des armes. Envoyer même des militaires se former là-bas. C'est mentionné. Il y aura des exercices militaires conjoints. Il y aura la formation, à l'utilisation de drones. Non, mais les exercices militaires conjoints. On n'a pas de besoin d'avoir une base militaire sur le sol tchadien pour former les gens à l'utilisation de drones. Si je vous comprends bien, patient parfum d'homme, vous remettez en cause la présence de la base militaire turque, mais pas le partenariat de façon générale. Non, faites des partenariats. Il y a beaucoup de pays. D'abord, je suis très... comment on dit ça? Je suis très étonné que quand on parle de partenariat militaire, les gens ne voient que soit les pays de l'OTAN, pour ceux qui sont les plus hardis, la Russie. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi le Tchad ne va pas faire des partenariats militaires avec la Corée du Nord? Pourquoi le Tchad ne va pas faire des partenariats militaires avec Cuba? Pourquoi le Tchad ne le fait pas avec l'Iran, avec le Brésil? Pourquoi? Je peux poser mille questions. Vous savez d'où est venue la rébellion islamique au Congo? C'était quand les troupes pakistanaises ont rejoint les forces de la MONUSCO au Congo. Oui. C'est à partir de là que comment dire ça, le prosélytisme religieux wahhabite et islamiste a pris corps au Congo, au point d'avoir une rébellion islamique qui a surgi de nulle part au Congo, à part autour de l'endroit où se trouvaient ces bases, la présence des militaires pakistanais, avec l'aide des services secrets pakistanais, le puissant service secret pakistanais. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc, faisons très attention. L'Afrique ne doit pas être aussi poreuse en embrassant tout, en pensant que les décisions qu'on va prendre n'auront aucun impact sur la suite de ce qui peut se passer chez nous. Et puis, nous sommes non plus naïfs. Ne pensons pas que la Turquie va envoyer ses soldats construire une base militaire au Tchad uniquement pour apprendre aux militaires tchadiens comment voler les drones, comment manipuler les drones. C'est faux. Les Turcs auront en retour aussi un certain nombre d'actions, d'agendas qui aimeront quand même imprimer au niveau et du peuple tchadien, et du peuple de la sous-région, et de la défense de nos propres intérêts. Et là, une fois de plus, l'Afrique ne pourra que s'en sortir perdant dans ce jeu de dupes qui n'a rien à voir avec un partenariat gagnant-gagnant. Merci à vous, patient parfum d'Ormoko. Ici Baba Nicolo, vous nous rejoignez également à l'instant. Nous allons sortir de cette thématique d'accueil avec vous. Tout d'abord, bonsoir et bienvenue. Le partenariat militaire Tchad-Turquie remis en cause. Êtes-vous également de ceux qui pensent que les autorités tchadiennes ont tort de se tourner de la sorte vers la Turquie, alors qu'on devait privilégier justement cette forme de diversification de leurs relations de coopération, et ce avec d'autres États, peut-être pas forcément membres de l'OTAN? Alors, de prime abord, je tenais à m'excuser auprès de votre auditoire et de votre chaîne pour mon retard. Je salue tous mes dévanciers, copanélistes qui ont pris la parole. Quand je finis de dire ça, je souhaite bien le bonsoir et bon début de semaine à vos téléspectateurs, aux Africains. Alors, est-ce que aujourd'hui, je suis de l'avis de ceux qui dénoncent un peu le choix du Tchad vers la Turquie? Eh bien, en fait, vous voyez, aujourd'hui, nous, Africains, avons un combat. Le combat de la souveraineté. Le combat de l'affirmation de soi, le combat de notre liberté dans nos choix des partenaires,
le combat économique et avoir une armée forte. Avant de parler d'être d'accord ou non de ceux qui pensent que se tourner vers la Turquie, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, est critiquable, je dirais simplement, chez nous, les Ivoiriens, on dit tout près n'est pas loin. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, peut-être que le Tchad n'apprécie pas la force de l'AES à la juste valeur, parce que l'AES aujourd'hui a signé des partenariats avec un pays fort qui est en train de dessiner le monde entre les BRICS et la bipolarisation du monde, l'idée par la Russie de Vladimirovitch Poutine, accompagné par la Chine, par l'Iran, naturellement aussi par la Turquie, par la Corée et beaucoup de pays d'Afrique du Sud et j'en passe. Cette force-là a vu la main tendue de certains frères de l'Afrique de l'Ouest. Quand je parle de ces frères, je parle de l'AES, qui aujourd'hui a signé des accords solides et même s'est fait représenter en grand nombre lorsque la Russie a convoqué des partenaires africains et le monde entier. Tout près n'est pas loin pour dire quoi? Pourquoi est-ce que le Tchad n'essaie pas de discuter avec ses pairs qui, eux, sont amis à un pays qui est militairement fort et qui est incontestablement fort? C'est un truisme irréfragable. Pourquoi le Tchad, au sein de la CEMAC, si je ne me trompe pas, c'est le Tchad de la CEMAC, n'essaie pas de redorer son blason? Le Tchad qui a fait partie, sous le président Idriss Déby, des grands pays qui ont mené la lutte contre le terrorisme au temps de Chakaou. Pourquoi est-ce que le Tchad ne s'asserait pas avec l'AES, puisqu'ils ont fait partie ensemble, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper de... non, le Tchad n'était pas dedans. Le Tchad, de la force multinationale mixte composée du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, ceci dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et principalement le groupe armé Boko Haram, Okosisi Baba Nicolo. Merci. Pourquoi le Tchad aujourd'hui ne lorgnerait pas un partenariat militaire avec la trilogie de l'AES? La Turquie, aujourd'hui la Turquie au sein de l'OTAN, la Turquie qui est à mi-figue, mi-raisin entre l'amitié des BRICS et l'amitié de l'Union européenne, a une posture qui est libre et qui est souveraine depuis Ankara. Mais est-ce que c'est de bonne guerre? Alors moi je pense que je vais m'aligner avec ceux qui prennent avec beaucoup de pincettes ce choix-là. Pourquoi? Parce que on est mieux servi que par soi-même. Le Tchad aurait été plus incisif, plus pragmatique, vu les guéguerres avec la France, en s'alliant automatiquement à l'AES, qui est un message fort. Parce qu'aujourd'hui, l'AES fait partie de l'icône du combat de l'affirmation de la souveraineté. Maintenant, Ankara, ça dépend aussi des relations qu'ils ont. Quand je ne maîtrise pas ce dossier, je ne vais pas m'aventurer dessus. Mais si on me pose la question, on me demande si j'ai un conseil à donner au Tchad, je dirais au Tchad d'abord de franchir le Rubicon, de dénoncer les contrats avec la France, de s'allier à l'AES. Et à partir de là, naturellement, si on parle de l'AES qui serait en accord, en harmonie avec la Russie, qui, elle, est en accord, en harmonie avec certains pays, dont l'Ukraine, autant pour moi, la Turquie, à ce moment-là, on comprendrait une logique dans la démarche du Tchad. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent que le Tchad fait un peu fausse route en sautant ces étapes-là pour s'allier avec, la Turquie. Parce qu'il y a des frères à côté qui sont en train de montrer leur force, il y a des frères à côté qui affirment leur souveraineté, il y a des frères à côté qui rassemblent et qui prennent leitmotiv les Africains qui se battent. Voilà un peu
ce que je tenais à dire. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo. Tous, vous semblez unanimes justement sur ce rapprochement qui, pour Patient Parfum d'Homme, est également dû à la proximité religieuse. Vous l'avez évoqué, Patient Parfum d'Homme. Merci à vous. Messieurs, nous allons avancer et aborder cette fois, je vais parler là-bas, il ne s'agit plus d'un rapprochement, mais plutôt de la confirmation de ce que tout le monde connaît déjà, la proximité entre le président Ouattara et le président Emmanuel Macron. Cela s'est traduit à nouveau en fin de semaine dernière à l'occasion d'un dîner offert à l'Élysée par le couple Emmanuel et Brigitte Macron au président Alassane Ouattara, accompagné pour la circonstance bien sûr de son épouse Dominique Ouattara. Le contexte, le timing, entre autres, ne nous laisse pas indifférents et a donc logiquement poussé, nous a poussé donc à mettre ce sujet ce soir sur la table. Au Kosisi Baba Nicolo, plusieurs sujets au cœur de cet échange, bien qu'il ne s'agissait pas d'une visite d'État comme d'habitude, mais le contexte interne en Côte d'Ivoire a dominé les débats et ce de façon globale. La présidentielle à venir du côté de la Côte d'Ivoire, la rétrocession du 43e BIMA qui est la base militaire française jusqu'ici stationnée du côté de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà des frontières ivoiriennes, nous apprenons également que la situation sociopolitique au niveau de l'Afrique de l'Ouest a également dominé les débats, tout comme la crise sécuritaire que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Alors, que faut-il comprendre, ou du moins, quelle est l'analyse que vous faites de cette rencontre qui, rappelons-le, une fois de plus, n'était pas une visite d'État, une visite de travail, encore moins une visite d'amitié. Mais c'était tout simplement un dîner offert par l'Élysée au président Ouattara. Alors, vous voyez, cher Baudelaire, comme vous l'avez dit dans votre prise de parole concernant ce sujet, nous le savons déjà. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara fait partie des intérêts de la France en Afrique, comme les contrats juteux que ce pays a dans les pays encore vassaux. Dramane Ouattara est sur la même balance que le port d'Abidjan dont ils sont propriétaires. Il est sur la même balance que les contrats d'eau, d'énergie, des contrats de pétrole, des contrats café-cacao et certains bâtisses en Côte d'Ivoire. Sauf que Dramane Ouattara est mortel. On peut le changer. Mais la France se débinerait à se battre, comme ils sont battus pour enlever le président Gbagbo, armement, pour installer Ouattara, afin qu'ils ne puissent pas perdre leur face en Côte d'Ivoire. Lorsque le Mali, le Burkina et le Niger ont demandé à ces néocolonialistes de partir, ils ont grogné, c'est vrai, mais ils sont partis. Facilement, je ne le dirai pas, mais ils sont partis, le cœur noué, mais ils sont partis quand même. En Côte d'Ivoire, quand le président Gbagbo est arrivé et que la crise s'est installée et qu'il a demandé le suivi de l'ONU qui naturellement a ce rôle avec les casques bleus, il a fini par comprendre que l'ONU faisait partie intégrante des acteurs de la guerre, associés aux rebelles de Ouattara, associés à la force de l'Écomog, associés à l'Union africaine et associés à certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors le président Laurent Gbagbo a compris que Ouattara est un bien meuble de la France. Alors, quand vous posez la question de savoir ce déjeuner qu'on a servi, quelle analyse je fais de ça? Je dirais simplement qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie du plus gros pilier en termes de marque française en Afrique de l'Ouest. Quand l'AES se démarque et qu'au sein de la CEDEAO, ils n'arrivent pas à s'accorder, quand on voit la démarche de crabe du Bénin, du Togo, on voit la démarche du crabe de certains pays, quand on voit que le Ghana est parti avec un nouveau président qui admire Ibrahim Traoré, comme c'est pas moi qui le dis, on l'a vu, quand on voit qu'au Nigeria, les forces du Nigeria empêchent le président Tinubu de faire tout ce qui va, on sait qu'au sein de l'AES, qui est une main séculière de la France contre les Africains,
il y a un problème. Quand on voit que l'Union africaine qui a demandé, lorsque le président du GPS, Soro Guillaume, a imposé ou a posé sa requête de rentrer chez lui, et que l'Union africaine a demandé à la Côte d'Ivoire d'exécuter, qu'ils n'ont pas exécuté, quand on voit que le président Laurent Gbagbo, lui aussi, a suivi la procédure vers l'Union africaine, qui n'ont pas réussi à imposer à Ouattara, quand on voit même que l'ONU, selon le président Gbagbo, a adressé une lettre à Ouattara pour qu'on puisse mettre son nom, on comprend pourquoi aujourd'hui Ouattara couvre son fils Emmanuel Macron. J'ouvre une parenthèse pour dire que certains Africains pensent que Emmanuel Macron est le patron de Ouattara et que Emmanuel Macron est un homme trop fort en Côte d'Ivoire. Non. Emmanuel Macron est un valet, est quelqu'un qui a été mis par le système de la France-Afrique, le système focalien. Aujourd'hui, quand on parle les Drian et tous les autres qui ont tendu la main Emmanuel Macron pour qu'il valide le troisième mandat de Ouattara, que lui-même avait applaudi lorsqu'il a dit qu'il ne serait pas candidat, on comprend aisément qu'il y a un système qui se met en place, qui contraint Emmanuel Macron à recevoir le terroriste Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est en train de discuter de son 4e mandat. Comme on sait sa démarche, avant que Ouattara ne vienne mentir au monde ou bien ne vienne poser des actes ahurissants, il passe par la voie de ces tentampions, de ces boys, des lipicuriens de la rue Le Pic, c'est-à-dire les RDR, pour dire que non, on veut que Ouattara soit candidat, non, on va marcher pour que Ouattara soit candidat. Pour qu'au finish, il se présente comme étant quelqu'un qui est obligé d'être candidat. Pour shooter, je dirais quoi? Ce terroriste Alassane Ouattara a été un candidat exceptionnel par la force des armes. Ensuite, il était un candidat dérivé sous la manipulation du Conseil constitutionnel, qui sont tous des RDR. Après, il était un candidat post-mortem, sous prétexte que c'est parce que son candidat est décédé. Maintenant, Ouattara reçoit des ambassadeurs, pas les ambassadeurs ivoiriens, les ambassadeurs d'autres pays qui sont accrédités en Côte d'Ivoire, et il leur dit qu'il se sent bien, il pourrait briguer un 4e mandat. C'est à mi-mot, de façon implicite, dit qu'il est candidat. Donc je pense que ce dîner-là fait partie de cette discussion de 2025. Le président Laurent Gbagbo est en timing offensif, il est en train de faire le tour des Ivoiriens, il est reçu ça et là avec succès, il a été reçu par les jeunes, il a été reçu par les femmes, il a été reçu par certaines villes, et aujourd'hui le président Gbagbo a ramené le débat au centre de la vraie politique. Et malgré que son nom ne soit pas sur la liste, il invite les Ivoiriens à aller se faire enrôler et leur dit, si vous voulez que tout le monde se mette d'accord pour que Ouattara parte, il faut qu'on se mette ensemble. Il ouvre les bras. Donc, c'est cette réalité politique-là qui impose à Ouattara le jeu politique, alors que Ouattara est quelqu'un qui aime la violence, les armes, qui l'amène vers Macron, pour qu'avec Macron, il puisse voir quelle est l'alternative et quelles décisions il peut prendre pour protéger les intérêts français et encore poser un 4e mandat si ça passe tuer les Ivoiriens. Voilà un peu, pour moi, le déjeuner qui est offert à Ouattara, puisque ce n'est pas un rendez-vous, une visite d'État, c'est plutôt une visite de copains-copines. Ils vont s'asseoir à discuter de comment est-ce que les Ivoiriens vont être encore cloués et pourquoi pas, comment encore déstabiliser l'AES. C'est tout ça qu'ils vont parler. Donc le terroriste Alassane Ouattara aller voir Emmanuel Macron pour commander encore quelques forces pour assassiner les Ivoiriens, ternir l'image de l'Afrique, et puis demain, qui bien pourra. Mais je tiens à saluer ce thème, je tiens à saluer tous mes doyens qui sont là, et je tiens à saluer la posture politique en Côte d'Ivoire, guidée par le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui connaît l'homme et sait qu'on monte, on descend, l'homme voudra se mettre au pouvoir par les armes, mais il faut l'amener au jeu politique pour que les Ivoiriens eux-mêmes s'élèvent pour le chasser. Voilà un peu l'analyse que je fais de cette rencontre. Mais Emmanuel Macron est-il réellement crédible au Koussi Baba Nicolo? Peut-il s'ingérer dans ce processus électoral qui s'annonce du côté de la Côte d'Ivoire comme il l'a fait lors des dernières échéances? Le monde a évolué. Emmanuel Macron, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est en ce moment déséquilibré. Vous avez vu qu'il a fait fi même de la qualité et de l'habilité diplomatique pour parler des Africains. Et il a été répondu à la hauteur de sa bêtise. La meilleure réponse que Emmanuel Macron a pu recevoir, c'est la réponse du président du Burkina Faso, Traoré, lorsqu'il a dit que l'ingratitude ne contaminait pas les hommes. Et le président Traoré a dit que Emmanuel Macron se plaçait là en homme raciste. Parce que eux, ils sont les hommes, nous sommes les animaux, on ne peut pas les contaminer. Est-ce que ce monsieur est crédible? Crédible par rapport à quoi? Psychologiquement, il est malade. Physiquement, en tant que président de France qui représente un monument français, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce monsieur-là? En France, c'est le désarroi total. C'est le chômage à haut niveau. C'est un déséquilibre au niveau de la société française. Mais regardez même dans son gouvernement. Ça fait combien de ministres qui changent? Regardez le jeu politique. Ça fait combien de toits il a acculé? Macron a fait plusieurs coups d'État dans son régime, lui-même son propre régime, contre le système français. Donc est-ce que ce monsieur est crédible? Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas d'abord pour son propre peuple. Il ne l'est pas pour la démocratie française.
comment est-ce qu'il serait crédible vis-à-vis d'une élection qui va venir en Côte d'Ivoire? Mais sauf que Macron, excusez-moi du terme, n'a pas les couilles comme l'avait Sarkozy, qui, à un moment donné, a pris sur lui d'aller faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Macron, au-delà de son esbrouf, sait que les Africains sont réveillés. Sait que les médias, comme For You Media et ses analystes, ne laisseront pas quelqu'un venir soulever des hélicoptères pour bombarder un pays. Macron sait que la Russie est à la porte de l'Afrique. Macron sait qu'aujourd'hui, le jeu a changé, les forces ont changé. Donc, est-ce qu'il va s'ingérer dans une politique ivoirienne? Ça serait... je lui déconseille cela. Parce que l'effet boomerang... Nous avons été coupés au Kosisi Baba Nicolo depuis Paris. Alors, Adama, êtes-vous avec nous? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, justifier justement cette rencontre? On parle d'un dîner offert à l'Élysée par le président Macron à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Alors, êtes-vous convaincu, patient parfendom, par les premiers éléments de lecture qui sont avancés quand on évoque la rétrocession du 43e BIMA, le contexte politique en Côte d'Ivoire avec cette présidentielle à venir, ou encore la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest de façon générale pour justifier la présence en France du président Alassane Ouattara? Bon, mais je crois que c'est dans les habitudes de M. Ouattara de se rendre régulièrement à Paris. Ça aussi, ça ne doit pas beaucoup nous étonner. Il est dans son pays, il est dans le pays le plus à l'aise. Je crois qu'il est beaucoup plus à l'aise là-bas, dans ce pays, qu'il ne l'est en Côte d'Ivoire. Mais il est aussi allé pour avoir des discussions, d'abord à la fois intimes, privées, avec ce couple-là qui ressemble un peu aussi à son couple, de par le vue des pratiques. De par les pratiques... Pour vous, il y aurait des ressemblances, patient parfendom. En fait, c'est les mafias qui sont au pouvoir, que ce soit en Côte d'Ivoire. Ressemblances idéologiques, oui, peut-être pas physiques. Oui, mais pas loin de là non plus, parce que il y a des questions de relations plus ou moins incestueuses dans les deux couples qui font quand même bizarre aussi. Mais surtout, la question de la protection des intérêts de la France en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, avec les nouvelles dynamiques qui sont en train de prendre le pas sur les anciennes réalités dont il faut savoir tenir compte. Et aussi la volonté, plus ou moins la tentation de M. Ouattara de briguer un 4e mandat qui risque quand même de faire jaser un peu au niveau de Landerneau, impérialiste occidental, d'autant plus qu'on sait qu'il y a un élément qu'on contrôle de moins en moins, c'est M. Trump. On ne sait pas ce qu'il en pense et ce qu'il peut en penser de ce fameux 4e mandat de M. Ouattara, comme de tous les mandats de ces différents chefs d'État en Afrique qui ont mis au pouvoir depuis très très longtemps, qui sont depuis un bon bout de temps en violant souvent les constitutions. Vous savez que d'abord, Trump n'a pas beaucoup d'égards vis-à-vis des Africains en général, mais surtout de nos dirigeants en particulier. Et quand on voit même le traitement qu'il est en train d'infliger à ses propres amis, je pense au Canada et même à l'Union européenne, on ne serait pas étonné un matin d'avoir une sortie de Trump qui remet en cause cette tentative de longévité infinie, à vitam aeternam de certains de nos dirigeants qui ont fait le gros de leurs possibilités en tant que chef d'État. Donc M. Ouattara, protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a aussi des relations sur le plan, j'allais dire, sécuritaire avec les pays de l'AES. Vous savez qu'il y a des gens qui sont arrêtés actuellement à Abidjan et dont on soupçonne d'avoir été envoyés par le Burkina Faso pour faire un coup d'État du côté d'Abidjan. Et c'est peut-être pour cela que Soro peut rentrer aussi en ligne de compte dans le jeu. Bon, en fait, tout ça, ce sont des cancans et des tentatives de déstabilisation de l'autre au vu de la position actuelle de Burkina et de l'AES qui se sont complètement détachés de la sphère d'influence de la France, avec des conséquences que nous connaissons. Mais M. Ouattara essaie aussi de jouer le rôle de petit indique de service pour se rendre à Paris en essayant de se dire qu'en donnant ces informations à Paris, cela pourrait peut-être
adoucir Paris et permettre à Paris de fermer les yeux sur la tentation énorme d'un 4e mandat de M. Ouattara. Donc nous sommes dans un jeu... Il y a un jeu de calcul de part et d'autre, patient Parfendom. De tous les côtés, ce jeu de calcul. Mais malheureusement pour M. Ouattara, il s'adresse à un des gens qui est très affaibli, qui est très affaibli actuellement, affaibli en interne. En interne, on annonce le 49.3 qui a été à nouveau brandi par le Premier ministre François Bayrou ce lundi pour faire passer son projet de loi de finances. Et avec le risque d'une motion de censure de la part de l'opposition, qui risque d'aboutir encore à une défiance vis-à-vis de ce gouvernement. Sans oublier l'affaire Owen, comment s'appelait Candace Owen, Candace Owen sur le couple Macron, tu vois, je m'amène les pattes, je dis Ouattara, le couple Macron, qui risque de secouer sérieusement, n'est-ce pas, l'ensemble de l'établissement politique française. Ça, ce sont des éléments qui, en réalité, à l'analyse, montrent la dégringolade de la puissance française et en France et au sein de l'OTAN, mais surtout en Afrique. Et M. Ouattara joue un barreau d'honneur. Voilà. Il y a cette dégringolade. Que la France peut encore. Il y a cette dégringolade que vous évoquez, patient Parfendom, mais il y a également en face le pouvoir d'Abidjan. Peut-il être considéré aujourd'hui comme étant un élément fiable sur lequel la France peut réellement s'appuyer pour sauvegarder ses intérêts, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale? Elle tente, elle n'a plus beaucoup d'atouts, elle n'a plus beaucoup de cartes dans sa manche, donc elle tente de se dire pourquoi pas continuer à faire confiance à cette branche, même si elle a tous les signes de pourriture, n'est-ce pas? Mais c'est une espèce de fuite en avant pour essayer de gagner du temps en espérant que quelque chose d'exceptionnel va se produire. Mais en réalité, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau même de la France, cette architecture, cette construction franco-france-africaine n'a plus beaucoup d'avenir aujourd'hui. Sur le plan interne, on voit très bien que si on tente d'organiser les élections plus ou moins juste, les chances de M. Ouattara pour battre Gbagbo, elles sont quasi nulles. Donc tout le monde le sait pertinemment. Bon, la tentation, c'est d'écarter le président Gbagbo, n'est-ce pas, de l'élection, avec d'autres qui peuvent le gêner pour s'ouvrir un boulevard. Mais là encore, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la perspective d'une telle décision de la part du pouvoir ivoirien. Si hier encore, elle pouvait avoir la couverture de Paris et le grand parapluie des forces impérialistes otaniennes, on n'est plus sûr que cela puisse marcher aujourd'hui, d'autant plus que, comme je le dis, les États-Unis sont en train de redéfinir leur nouveau politique au niveau de l'Afrique, parce qu'elle ne fait plus du tout confiance au plus dans la France. Elle ne fait plus confiance même à ses partenaires de l'OTAN. On a l'impression qu'elle est décidée de prendre les taureaux par les cornes elle-même et de voler en solo au niveau du continent africain. Et on ne sait pas ce que M. Trump peut prendre comme décision pour renouveler, n'est-ce pas, ces nouveaux liens, ces liens nouveaux avec des peuples africains, même si ce qui a déjà été annoncé avec cette tentative d'intimidation vis-à-vis de l'Afrique du Sud ne rassure pas beaucoup. D'abord, aujourd'hui, j'ai fait des menaces qui sont faites de part et d'autre, même si... J'ai dit qu'avec Trump, il y a de bons, il y a de moins bons, mais il y a aussi du très, très haïssable. Mais là, c'est de l'ingérence, Parfendom, quand on regarde les déclarations de Donald Trump, même si le président Ramaphosa a réagi de la plus belle des manières en démontrant que nous n'avons pas grand-chose à attendre de vous, en dehors de projets, n'est-ce pas, pour aider les malades atteints de VIH. Nous n'avons pas grand-chose à attendre de vous, donc nous n'allons pas le laisser intimider. C'est-à-dire que la question de la réforme agraire, même en Afrique du Sud, est remise en cause par M. Trump. Vous voyez, à quel niveau il est capable, justement mais il a quand même à côté de lui Elon Musk, qui, comme vous devez le savoir, qui est d'origine sud-africaine. Dans l'un, dans l'autre, forcément. On peut bien comprendre de quoi ça retourne. Mais c'est pour vous dire que, même pour ceux qui applaudissent quand à la venue de Trump au pouvoir, c'est vrai, j'ai dit, il y a du bon. On y a des choses quand même qui nous plaisent. Il y a des choses, il y a du moins bon, mais il y a aussi du très, très haïssable. C'est une fois de plus une occasion de dire aux Africains, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Sinon, on est vraiment
Pour ceux qui se demandent de quoi nous parlons, vous devez savoir que Donald Trump a précisément déclaré ceci. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes. C'est une situation grave que les médias de la gauche radicale ne veulent pas mentionner. Les États-Unis ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont agir. Aussi, je couperai à l'avenir tout financement à l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète sur cette question ait été menée. Alors voici la réplique du président Cyril Ramaphosa. À l'exception de l'aide du PEP-FAR qui représente 17% du programme sud-africain de lutte contre le VIH-Sida, l'Afrique du Sud ne reçoit aucun autre financement des États-Unis. Ça, c'était une petite parenthèse pour revenir justement sur le commentaire de Patient Parfum d'Aubin. Une rencontre secrète, Adama Inassé, pour quel véritable enjeu à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Est-ce une façon pour le président Ouattara d'obtenir à nouveau la bénédiction de Paris, même s'il ne s'est toujours pas prononcé sur un éventuel, sur une possible, ou du moins sur une autre, une possible candidature, oui, je pense que je vais maintenir ce terme, sur une possible candidature, Adama Inassé? Merci pour cette question. Voilà. Allez-y, Adama. Il faut noter que M. Alassane Dramane Ouattara est un habitué des dîners au niveau de l'Élysée. Et donc, ce n'est pas sa première fois, lui et sa compagne, se retrouver avec Macron et sa compagne également pour dîner. Mais il faut noter également que c'est lors de ces dîners que Alassane Dramane Ouattara négocie certaines faveurs, mais également prend ses ordres. Vous savez, nous pensons que M. Alassane Dramane Ouattara, le plus souvent, n'arrive à prendre aucune décision conséquente sans passer par un dîner à l'Élysée. Ici, le souci est également que Alassane Dramane Ouattara, à un certain moment, avait été ou bien semblait être vomi par la France par rapport à son nouveau mandat. Et bien sûr, avec les résultats qui se sont montrés par rapport à l'ingérence dans les États de l'AES, où tout ce que Alassane Dramane Ouattara a promis à la France, tous les manœuvres de déstabilisation des États de l'AES qui ont échoué. Donc, il fallait que Alassane Dramane Ouattara se rattrape. Et donc, une fois de plus, il va se retrouver auprès d'Emmanuel Macron pour quand même discuter des clauses de la suite. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut noter également est que l'impérialisme est un mauvais élève et la France, dans son rôle d'impérialiste, n'arrive toujours pas à concevoir que les États de l'AES vraiment ont échappé au contrôle de la France. Et jusque-là, la France a espoir qu'à partir de la Côte d'Ivoire ou à partir du Bénin, ou peut-être même de façon sournoise à partir du Togo, on pourrait toujours porter atteinte à la stabilité des États de l'AES. D'où toujours ces rencontres secrètes, ces rencontres sans des déclarations médiatiques pour quand même préparer les choses. Souvenez-vous bien que le deuxième plus gros navire de guerre de la France se trouve au port d'Abidjan, n'est-ce pas? Mais également qu'il y a assez de militaires français qui sont en Côte d'Ivoire, même si Alassane Dramane Ouattara l'a déclaré ouvertement la rétrocession du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire. Une chose est sûre et une chose qu'il faut toujours se rappeler, le président Alassane Dramane Ouattara, vous m'excuserez du terme, n'a jamais été véridique. Le président Laurent Gbagbo va vous le dire avec des preuves. Alassane Dramane Ouattara peut sortir aujourd'hui dire clairement qu'il y a telle chose, mais en réalité, c'est tout le contraire qu'il est en train d'affirmer. Et donc, cette rétrocession, moi, je pense que c'est aussi le lieu, par ce dîner-là, de donner les consignes de la réorganisation des militaires français qui se trouvent en Côte d'Ivoire et de voir dans quelle mesure ils peuvent toujours opérer leur action sournoise et traite aux États de l'AES. Moi, à chaque fois que Alassane Dramane Ouattara s'en va
en France pour dîner. Nous, ici, on se prépare en tout cas à accroître la vigilance, à maximiser les surveillances pour qu'on ne nous surprenne pas à partir de la frontière ivoirienne ou à partir des autres frontières des pays hostiles à la lutte souveraine de l'AES. Donc ici, c'est son habitude, comme à son accoutumé, il a l'habitude d'aller dîner là-bas, prendre des consignes et bien sûr aussi négocier également cette question des 4e mandats qui, d'ailleurs, si je ne me trompe, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui et même une grande partie de la frange politique ivoirienne n'est plus pour, en tout cas, un nouveau mandat de Alassane Dramane Ouattara. Mais naturellement, s'il a la bénédiction de la France et de ses partenaires, même si la France est affaiblie, elle a toujours un pouvoir, une mainmise sur la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est comme vraiment une préfecture française. Donc, Alassane Dramane Ouattara pourrait également demander les bénédictions d'Emmanuel Macron pour son 4e mandat. Mais tout étant fait, il faut toujours avoir à l'idée qu'il y aura des consignes qui seront données à Alassane Dramane Ouattara, gage de lui permettre quand même de briguer un 4e mandat ou d'ailleurs de poser sa candidature, mais ça devait, en tout cas, en contrepartie, il doit avoir des actions sournoises à l'encontre de l'AES ou en tout cas d'autres États pour quand même pouvoir bénéficier de ce soutien-là. Donc, de manière générale, c'est ce que je pense de cette visite-là, même si ils n'ont pas communiqué, nous pensons qu'il y a tous ces cas-là. Et cela se prouve également par l'appel ou la communication que le président Diomaye Faye a fait par rapport à ses appels au niveau du Congo et du Rwanda. Je me dis que la France, toujours étant complice ou ayant la même mise toujours dans ces genres d'ingérence ou dans ces agressions pour le pillage des biens des autres États africains, je pense que la France va également passer ses préfets, ses valets locaux pour voir dans quelle mesure ils peuvent se donner une bonne image ici et là par rapport aux différentes actions, aux différentes accusations. Sinon, vous savez pertinemment que le peuple, que ce soit le peuple congolais ou la jeunesse panafricaniste, nous pointons du doigt tous ces impérialistes-là qui s'organisent autour de Goma en complicité avec le Rwanda. Et donc, ici également, peut-être Alassane Dramane Ouattara essaierait de blanchir son maître et aussi d'agir d'une manière ou d'une autre à ce qu'il puisse être adoubé, il puisse être accepté et poser aussi sa candidature. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est l'un dans l'autre négocier des avantages et également recevoir des consignes de Paris pour venir continuer sa mission qu'il a l'habitude de faire. Merci à vous, Adama Inassé. Alors, Sylvain, vous nous rejoignez à l'instant. On ne saurait d'ailleurs dissocier cette rencontre discrète de la volonté affichée par Paris, celle de sauvegarder ses intérêts aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la sous-région de façon générale. Mais si on reste, et si on parle justement de la Côte d'Ivoire, précisément revenant à votre pays, bonsoir tout d'abord à vous et bienvenue. Se dirige-t-on vers une nouvelle ingérence de Paris dans ce processus à l'avenir, celui qui nous conduira d'ailleurs à la présidentielle durant cette année 2025? Votre micro est fermé. Oui. Merci pour cette invitation. Et je viens tout de suite dire que en Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'ingérence lorsque Alassane Dramane Ouattara offre la Côte d'Ivoire à la France, parce que la Côte d'Ivoire est vue comme un département français ou bien une sous-préfecture française avec la présence d'Alassane Dramane Ouattara de Sendou. Vous savez, la France, je le disais à un moment sur cette télévision, je l'ai dit, la France, lorsqu'on parle de rétrocession du camp militaire français en Côte d'Ivoire, j'ai parlé du modus operandi de ce camp militaire, de la nouvelle façon dont tout se passe là-bas, et que la sélection des candidats, simplement, c'est ceux qui sont pro-alassanistes. Et en même temps, ce sont les jeunes noirs militaires de la Légion française qui y sont affectés pour mieux pénétrer la population ivoirienne et africaine. On réduit simplement les instructeurs français et on
on renfloue ce camp-là avec des Noirs qui viennent de la France, qui sont français et qui sont sur place, qui sont également pro-Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara, pour lui, il faut toujours continuer avec la France. Sans la France, l'Afrique ne sera rien. Maintenant, cette visite et cet entretien dit secret, mais Alassane Dramane Ouattara se confie à d'autres personnes qui se confient à leurs amis et ainsi de suite, ça nous parvient. Alors, Alassane Dramane Ouattara, nous dit-on déjà qu'il serait parti là-bas avec des valises d'argent comme à son habitude pour d'abord parler de sa candidature. Parce que s'il ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire, il voulait d'abord l'accord de Paris, l'accord de l'Élysée, de Macron, son petit-fils Macron. Voilà. Voilà donc un des points qui justifie cette visite-là de la dernière fois. Le deuxième point, c'est le donnant-donnant. Tu me soutiens pour mes élections, tu me garantis que ma sécurité sera vraiment bien gardée et moi, je continue le sale travail que tu me confies, c'est-à-dire la déstabilisation des pays voisins, la déstabilisation de l'AES. Et cette déstabilisation, nous disons toujours qu'elle n'est pas nouvelle à partir de la Côte d'Ivoire. Cette déstabilisation de l'Afrique n'est pas nouvelle. Et c'est pour cela que nous nous exigeons contre le fait même qu'on parle de sage d'Afrique, lorsque les gens parlent de Félix Houphouët-Boigny, qui, ma foi, est pour nous autres là, à l'origine du malheur et du cancer ivoirien. Félix Houphouët-Boigny. C'est lui d'abord qui nous a apporté à Alassane Dramane Ouattara. C'est encore lui, Félix Houphouët-Boigny, qui a utilisé la Côte d'Ivoire comme un tremplin d'où les rébellions des autres pays partaient, c'est-à-dire l'aéroport de Côte d'Ivoire, par exemple, a servi à la déstabilisation du Nigeria lors de la guerre du Biafra. Lorsqu'on faisait passer, c'est là la France faisait passer les armes en disant que c'était des pommes de terre qui étaient dans les sacs, alors que c'était vraiment des sacs d'armement pour aller déstabiliser cette zone-là, parce que la France voulait prendre cette zone où il y avait beaucoup de pétrole. Donc, Alassane Dramane Ouattara, en bon oufetiste, continue la même politique de déstabilisation, comme Oufé est mort au pouvoir, parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne veut pas aller en prison, il veut mourir au pouvoir. Nous disons à l'opposition ivoirienne de déchanter, de ne pas crier haro sur le beauté, de ne pas crier victoire. La seule victoire qui puisse exister, c'est d'abord l'unité et l'union même de l'opposition ivoirienne. Donc la visite d'Alassane Dramane Ouattara, je rappelle, c'est une garantie pour sa candidature prochaine. C'est cela, l'un des grands points. Et c'est que lui, Alassane Dramane Ouattara, il va donner ou bien faire pour la France. Parce que la France sait très bien perdre la Côte d'Ivoire avec ce camp militaire. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Vers Benjerville, un peu partout, il y a des camps militaires. Donc, avec ce camp militaire stratégique qui occupe l'aéroport, le port partout, et si la France perdait la Côte d'Ivoire, ce serait un grand coup pour la France-Afrique qui refuse de mourir, il faut le dire. Cette France-Afrique qui refuse de mourir, tant qu'il y aura toujours des hommes riches comme Alassane Dramane Ouattara, comme Talon au Bénin et autres, et comme Yassingbe qui est même quelque part, qui fait une politique de crabe. Donc, voici le but d'Alassane Dramane Ouattara, être sûr que lui, Alassane, il sera candidat pour un 4e mandat, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, barrer la route également à la candidature de Laurent Gbagbo, parce que c'est la condition qu'il pose. Si la France veut, ou bien l'opinion internationale veut que Laurent Gbagbo soit candidat, qu'il remette son nom sur la liste, lui, Alassane Dramane Ouattara, il sera toujours candidat. Il avait dit auparavant que si Aimé, c'est-à-dire Bédié, paix à son âme, Gbagbo sont candidats, lui aussi il sera candidat. Sinon, c'est leur départ seulement qui pourrait lui permettre, lui, Alassane Dramane Ouattara, de passer le flambeau à une jeune classe politique. Donc, lui, il veut être sûr que s'il met le nom de Gbagbo, lui aussi sera candidat aux élections prochaines
d'octobre 2025. Et en contrepartie, il donnera à la France tout ce qu'il faut pour que la France continue de brimer les Ivoiriens, de dominer ce petit point du continent africain appelé la Côte d'Ivoire et déstabiliser les autres pays qui sont en train de sortir du joug français pour le bonheur donc bloquer leur sortie, bloquer leur indépendance et nous maintenir dans l'esclavage. Voilà le but du départ de Ouattara pour la France et la rencontre secrète où ils sont allés manger leur caviar et autres. Sinon, il n'y a pas de secret. Tout sort et ça nous parvient. Voici simplement ce pourquoi il est allé en faisant un tour à l'hôpital pour se requinquer avec une nouvelle pile électrique. Sylvain de Bogo, depuis Londres, je rappelle d'ailleurs que les codes d'accès sont affichés. Vous pouvez également appeler pour contribuer, participer à l'émission, nous donner votre point de vue sur les différentes thématiques. La première, c'est sur le partenariat militaire renforcé entre le Tchad et la Turquie. Quelle est la pertinence, voire la nécessité du déploiement des soldats turcs du côté de la base d'Abéché, celle qui était il y a quelques mois encore réservée aux militaires français dont le départ a été acté il y a quelques jours. Et puis la principale thématique de la soirée, c'est ce dîner offert à l'Élysée par le président Emmanuel Macron à son homologue français, ou du moins à son homologue ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara. Quelle lecture faut-il faire justement de cette rencontre qualifiée de secrète, mais dont les détails, ou du moins certains d'entre eux d'ailleurs, ont filtré plusieurs sujets abordés durant bien sûr cette rencontre. On parle beaucoup de la rétrocession du 43e BIMA, la base militaire française stationnée jusqu'ici en Côte d'Ivoire. Nous parlons également de la présidentielle à venir du côté de la Côte d'Ivoire, la situation socio-politique en Afrique de l'Ouest de façon générale qui a été évoquée, tout comme la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà les principaux sujets abordés durant cette rencontre. Alors, je pense qu'avant peut-être d'aller au standard, si la réalisation nous le permet, je reviens vers vous, Okosisi. Je peux parler déjà. Alors, je pense qu'il a pris les devants. Cet appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Okay. Bon. Vous m'appelez? Nous vous recevons, bonsoir et bienvenue. Vous vous appelez comment? Ok, je m'appelle Ivan Jean-Pierre. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir tout le monde. J'ai suivi la thématique qui a été présentée. Pour vous parler de la rencontre. Alors là, nous avons, votre retour est très bas. Il est très bas, le retour, difficile de vous écouter. Alors, difficile de vous avoir, mais les codes d'accès restent affichés. N'oubliez surtout pas que vous avez 2 lignes. Si vous n'arrivez pas à nous accrocher via la première, puisqu'elle est constamment saturée, eh bien vouloir vous servir de la deuxième ligne ou tout simplement veuillez scanner le QR code qui s'affiche juste à droite de vos écrans. Zerfel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir le doyen et bonsoir mon frère Sylvain qui est de l'autre côté que je viens de voir, sans oublier l'autre aussi que je n'ai pas encore vu. Alors, moi, je vais commencer par le cadre. Parce que j'ai écouté le doyen tout à l'heure. Vraiment, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable pour nous, les Africains. Parce que je ne sais pas pourquoi l'Africain, il est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on est en train de coudre. C'est-à-dire qu'on coud en haut et le bas est en train de défaire. Quand tu couds le bas, le haut défait. En ce moment-là, comment on va avancer pour finir de coudre, comment dire, cette chemise ou ce boubou-là? C'est grave. Comment lui, aujourd'hui, il peut dire que comment dire, la Turquie va venir s'installer dans son pays? Même si comment le territoire même est large, même est plus grand que même le monde, attends, même, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, si tu as besoin de gens pour former ton armée, tu n'as pas besoin qu'ils s'installent chez toi. Tu les invites, ils viennent. Vous avez des casernes déjà qui sont là, où ils vont s'entraîner des choses de terrain déjà après là-bas.
Et si c'est pour un mois, ils vont venir faire un mois et puis s'en vont chez eux. Où est le problème? Et puis, c'est toujours, on va commencer les choses toujours à se lamenter devant nos dirigeants là. Et si vous n'êtes pas capable, c'est pas la peine de venir là. Donner des choses, comment dire, des cris cardiaques aux gens. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je suis vraiment peiné, quoi. Parce que quand, je ne sais pas si un président africain, il continue à faire ce genre de trucs, mais c'est une moquerie. La Turquie va venir quoi? Parce que ce sont des musulmans. Mais ce n'est pas seulement en Turquie aussi, il y a des chrétiens là-bas. Moi, ce comportement-là, vraiment, ceux qui conseillent ces présidents-là, ils n'ont qu'à changer un peu. Ils n'ont qu'à changer un peu, parce que ce ne sont pas des bons conseillers qui vous entourent, monsieur le président. Parce que moi, je me demande si vous êtes là pour les étrangers ou si vous êtes là pour, comment dirais-je, pour les Cadiens. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire et puis laisser l'antenne aux autres, quoi. Parce que vraiment, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, je pense que les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Parce que ce que, comment dirais-je, Hubert, ce qu'il est en train de faire présentement, là, il faut que les Ivoiriens lui donnent encore et qu'il ouvre les yeux pour dire à ce monsieur-là qu'il arrête. Parce que ce sont des guerres inutiles. Comment dirais-je, décimer les choses, ce pays, mettre le pays en retard. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que même si vous êtes venu avec les armes et que jusqu'à 15 ans, vous êtes laissé, comprenez, parce que ceux qui sont en face de vous là, ils n'ont pas envie de faire la guerre. Mais vous forcez les gens à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Tout simplement, tu as donné quelque chose comme plein d'argent comme ça là. Tu as fait cet argent-là, c'est pour toi. Et puis tu nous donnes, ouais, après les élections. Après les élections, là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? On ne t'a pas demandé de nous donner les statistiques de la Côte d'Ivoire après les élections. On dit, on va aller aux élections. Il faut qu'on ait 12 millions de votants sur la liste. Alors, toi, tu te lèves, tu dis non, tu ne fais pas. Justement parce qu'on a tellement laissé ce monsieur-là, on les a laissés faire de n'importe quoi. Ils pensent qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Parce que là, c'est qu'on dit le plus souvent, quand tu veux manger les omelettes, il faut casser les œufs. Sans ça, si tu n'as pas cassé les œufs, ne dis pas que tu as mangé les omelettes. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de nous obligés à faire. Or que c'est pas la peine. C'est pas le moment. Nous sommes là, dans tous les pays, il y a des choses africaines ou partout dans le monde entier, les gars font des élections. Ils n'ont pas peur. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a les élections, le cœur de tout le monde ça bat comme ça, je ne sais pas pourquoi. À cause de ce monsieur-là seulement. Parce qu'au temps de Fouet, on n'a jamais vu ça. Mais depuis que ce monsieur-là il est rentré en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on lui a laissé, comment dirais-je, c'est grave. C'est grave. Donc moi, je dis aux opposants, là, c'est maintenant de bousculer le monsieur-là. Pour que je parle de Cuba, pour qu'il vienne s'asseoir, pour qu'on puisse, comment dirais-je, faire la nouvelle liste. Parce que tous ceux qui sont sur la liste, là, ils n'ont pas le droit. Les étrangers qui sont pleins, qu'ils ont mis sur la liste, là, ils n'ont pas le droit. Il faut qu'on va refaire la liste correctement. Ce monsieur-là, mais aussi, on va le mettre de côté. Parce que trop, c'est trop. Alors, moi, je suis dépassé. Et je parle aux opposants. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que on ait du bon pain. Sinon, vraiment, on ne peut pas compter sur une seule personne pour faire du bon pain. Il faut que tous ceux qui sont là, qui veulent avoir du bon pain pour manger correctement, il faut que les opposants qui sont là aujourd'hui, tapis à l'ombre, qui attendent le jour J pour dire qu'ils ont un parti politique, c'est maintenant ou jamais. Merci. Votre participation, du moins votre contribution, nous restons au standard et nous prenons un autre appel. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guéné, bonsoir, cher panafricain. Bonsoir à vous tous. Je salue mon frère qui vient d'appeler sur mon côté. Je suis le jeune panafricain, je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je vais un peu revenir sur le cas du Tchad. Vous savez, on dit comment on appelle ça?
Il y a un proverbe chez nous ici, en Côte d'Ivoire, là. On dit le dos d'un chien, là. Quand tu ne caresses pas, si ce n'est pas juste en bas, là même, là, tu peux le chatouiller. C'est comme ça. Idriss Déby joue avec le feu. Remarquez un peu quelque chose, son opposant, là. Son opposant, il a dit quoi? C'est maintenant, il peut rallier, et puis il revient maintenant à lui pour dire que, ok, il va collaborer avec Kaka Idriss Déby, son fils. Le président du Tchad, il va collaborer avec lui. Et pourquoi? Parce que Idriss Déby a appelé les terroristes de venir au Tchad. Ce pas des trucs, hein. Si vous voyez immédiatement que ce opposant-là a eu l'idée pour dire que, bon, ok, je vais collaborer avec Idriss Kaka Déby, c'est pour qu'il sait que les terroristes sont là, c'est ceux-là qui vont le placer au pouvoir. Vous allez dire ça un jour, c'est ceux-là qui vont placer celui au pouvoir. Mais on n'a pas dit forcément d'aller voir un partenaire russe. Et c'est ce que mon doyen a dit. Comment on appelle ça? L'Inde est là, le Brésil est là, l'Afrique du Sud est là, la Chine, la Corée. Il y a plein de pays qui sont là. Et tu vas chercher la Turquie. Un jour, on aura parlé de ça ici. On aura parlé de ça sur ce plateau-là pour dire on avait dit ça. Sur ce plateau-là, on allait parler, c'est qu'on va dire on a dit ça. Et puis, il a fait, c'est une grosse erreur. Il me dit c'est une grosse erreur, il a fait de faire. Et moi, je pense qu'il doit réfléchir d'abord et il n'a qu'à réfléchir. Après, ce qu'on est en train de dire là, tous les Africains, tous les présidents, ils ont des collaborateurs, ils ont des, comment on appelle ça, des ministres, ils ont des conseillers. Ils écoutent ce qu'on dit. Et lui-même, il a des gars qui écoutent ce qu'on dit. C'est qu'il a fait une grosse erreur. Il n'a qu'à changer. Voilà, il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer. Tu ne veux pas chasser un chien ou appeler un lion. Non, 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 non. Voilà. Tu ne veux pas chasser Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes carnivores. Sur la Côte d'Ivoire, voilà. maintenant. Donc, moi, je pense qu'il n'a qu'à changer. Et il veut sur le cas dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Peut-être que Emmanuel Macron, lui, il se déplace pas pour venir dîner avec nous. Voilà, lui, c'est un prince. Il ne se déplace pas pour venir dîner avec nous. C'est nos présidents qui ne peuvent pas aller dîner là-bas. Il prend l'argent des Ivoiriens, ils montent dans l'avion, ils vont manger, et puis ils reviennent. Voilà, c'est comme ça. Si je m'arrête là. Et je sais ce que vous avez dit. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci à vous, le jeune panafricain depuis la Côte d'Ivoire. Notre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Monsieur Prince Nguéné, monsieur le doyen, monsieur Sylvain. Monsieur Prince Nguéné, regardez quelque chose. Moi, je ne comprends même pas pour le Tchad. Bon, vous avez censé l'armée française. À cause de ça, on vous a nommé maréchal. Et la Turquie vient. Donc, la Turquie qui vient maintenant, vous allez être Dieu maintenant de la Tchad. Parce que vous avez censé l'armée française, vous êtes devenu maréchal. La Turquie qui vient là, vous allez être Dieu maintenant sur le Tchad. Moi, je ne comprends pas. Parce que c'est à cause de ça que vous êtes devenu maréchal. Parce que vous avez censé l'armée française. Et la Turquie qui vient d'installer les militaires. On va où avec ça? On va où avec ça? On vous a applaudissé pour ça. Ça ne vaut même pas un mois. Ça ne vaut même pas un mois. Voilà la Turquie qui installe. Bon, avec ça, là, on va aller où? Ça, bon, on va prier Mohamed Déby maintenant et puis c'est fini. On ne va plus aller à la mosquée. On ne va plus aller à les églises. Il faut prier Mohamed. Vous voyez comment la honte, les chefs d'État qui nous met la honte. Bon, souvent, moi, on ne comprend pas pourquoi. Il nous fait nerveux même. Avec cette lutte-là, on croit qu'on a avancé. Déjà, on a reculé plus de 1000 pas même. Regarde les doyens, il n'est même pas content. Hein? On va où avec ça? Hein? Quand même, Mohamed Déby, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Paul Youmédia t'a défendu ici. Hein? Les invités t'ont défendu ici. Parce que André Kissel Fanga vient nous parler de ça. J'invite André Kissel Fanga de venir nous parler. Voilà Mohamed Déby qui vient de faire ça. On va où avec ça? Ça, c'est la honte. Bon, je vais revenir directement en Côte d'Ivoire pour laisser la parole. Vous savez qu'aujourd'hui, le petit frère de Ouattara fête son anniversaire. Il s'appelle Kwadjo Blaise. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 74 ans aujourd'hui. Le Kwadjo.
pour aller connaître Ouattara, il faut aller connaître Kouadio d'abord. Et Ouattara qui a dit que tous les moyens sont bons pour déstabiliser le Niger avec un bataillon. Où est ce chef d'état-major qui parlait de Tiani là? On a besoin de lui. Le chef d'état-major des armées, il a sorti démenti à Tiani. Maintenant, on a besoin de son chef d'état-major. Il veut faire 4e mandat. Où est la CEDEAO? La CEDEAO qui dit qu'il veut mettre l'ordre du Niger là. Voilà Ouattara. Parce que les militaires sont venus faire coup d'État. Ouattara voulait soulever un bataillon. Où est Oumarou Sissoko Mbalo? C'est lui qui a dit qu'il veut créer un tout pouce là. Où est lui? On a besoin de lui. Parce que Ouattara veut faire coup d'État constitutionnel. Il veut faire 4e mandat. Il veut créer 4e mandat. On a besoin de la CEDEAO de venir intervenir, sauver nos frères ivoiriens. Vraiment, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Alors, nous allons prendre rapidement quelqu'un d'autre avant de revenir conclure l'émission aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Je voulais intervenir un peu à la thématique là. Allez-y, vous êtes à l'antenne. D'accord, merci. Bon, moi je pense que côté, comme on appelle Tchad là, faut pas, nos frères vont être un peu fâchés. On n'a qu'à attendre un peu, voir ce qui va se passer demain. Bon, c'est l'avenir qui est important. Moi, je suis en tout cas patient. Je sais que quelque chose va se passer très bien. Parce que AUS et le Tchad, les deux là, communiquent. Ils savent ce qu'ils font. Et ce monsieur, comme on appelle là, Idriss Mohamed Déby là, il travaille avec l'AUS. Il veut forcément intégrer à l'AUS. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, chez moi, rien n'est encore tard. On n'a qu'à attendre un peu, voir ce qui va se passer. Donc, vraiment, moi, chez moi, on n'a qu'à attendre un peu, on n'a qu'à être patient. Parce que la Russie n'est pas totalement autant. Voilà. Si vous, en tout cas, les gens sont fâchés, mais je leur demande pardon, M. Zerfel et puis mon frère qui vient de passer là, mon frère burkinabé là. Je suis aussi Ivoirou burkinabé, je viens en Côte d'Ivoire. Donc, je sais que quelque chose va se passer. Donc, du bon quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup et je salue toute l'Afrique. Il faut laisser de la chance, ou du moins il faut laisser les autorités tchadiennes faire leurs preuves dans cette nouvelle forme de coopération qui est impulsée aujourd'hui avec la Turquie. Merci pour votre contribution. Un dernier appelant rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô, bonsoir à vous. Oui, bonjour. Moi, c'est Awa. J'appelle pour intervenir. Allez-y, madame, nous vous écoutons. Allô? Oui, madame Awa, bonsoir à vous. Ah oui, bonsoir, monsieur le modérateur, et bonsoir à vos invités. Moi, j'appelle parce que je pense, pour la Côte d'Ivoire, c'est au sujet de la Côte d'Ivoire, je pense que l'élection en Côte d'Ivoire ne doit pas être une priorité parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à la RDC. Et si les Ivoiriens ne font pas attention, ça sera pareil en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée ivoirienne est infiltrée. Et vous voyez, ce qui va se passer, tous ces gens qui ont été infiltrés dans l'armée ivoirienne, que Ouattara soit là ou pas, ça sera un problème majeur pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc les gens vraiment, cette histoire d'élection, ils doivent mettre ça de côté et refaire tout ce qui doit être refait, que ce soit la révision des électeurs, les opposants, tout ça doit être refait. Et M. Ouattara doit se retrouver à la CPI parce que
lorsque ils en vont accuser le président Laurent Gbagbo, ils l'ont enlevé de son pouvoir. Donc, on peut faire pareil aussi avec le pouvoir de M. Ouattara. Voilà. Donc, c'est son tour, il doit être jugé avec tous ces gens qui sont en Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas aller aux élections comme ça. Ça, c'est pas possible. Voilà. Tous, même le PDCI, ils sont pressés pour aller aux élections. Moi, je ne suis pas une gore, hein. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils sont pressés d'aller aux élections. Or, il y a des trucs qu'on doit arranger d'abord. Il y a des problèmes qui doivent se résoudre d'abord. Voilà. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent arrêter de s'amuser et prendre comment on appelle encore, ce problème-là au sérieux. Que Ouattara soit là ou pas, qu'est-ce qu'on fait de cette armée infiltrée? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Des gens cagoulés, des gens, il y a des petites armées un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Parce que demain, ce sont ceux-là même qui vont créer le M23 de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un problème. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je ne sais pas si nous pouvons prendre un dernier intervenant, un dernier appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Oui, bonsoir à vous. Allô. Bonsoir, monsieur. Alors, baissez le volume de votre télévision à la maison. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, monsieur Nguéné. Merci, bonsoir à vous. C'est monsieur François depuis la Voix. Alors, vous m'écoutez? Oui, nous vous recevons, François, allez-y. Allô? Oui, monsieur François, vous êtes en ligne, allez-y, nous vous écoutons. Ok, bon. Je vais intervenir pour le Tchad. Vraiment, ça fait très, très pitié pour l'Afrique. On ne peut pas chasser les Français et puis aller mettre les Turcs à la place. Ça fait pitié. Pour former des militaires tchadiens, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a même pas besoin de faire ça. Il peut prendre des formateurs, venir former et puis retourner chez eux. Mais pourquoi installer encore une base? Ceux-là, demain, ils peuvent encore créer beaucoup de dégâts, comme on appelle au Tchad encore. Parce que quand le président tchadien va leur dire un jour de partir, ils ne vont pas aussi aller facilement comme on le pense. Ça sera la même cacophonie que les Français ont créé, qu'ils vont créer. Maintenant, concernant la rétrocession du camp du 43e Bima ivoirien, c'est un jeu que ce monsieur joue avec les Ivoiriens. Depuis qu'il a dit ça, quel est le cargo militaire français qui a envoyé des militants en France? Ils ont dit qu'ils vont rétrocéder. Le mois de janvier est fini. Mais est-ce qu'on a eu un cargo français transporter des soldats français en France? C'est de l'arnaque. C'est tout ce que je peux dire. Notre pays est en danger. Parce que ces élections-là, comme celle qui m'a précédé vient de dire là, on doit fouiller dans l'armée. Notre armée est infiltrée. Vraiment, il faut qu'on fasse des choses d'abord. Il faut qu'on purifie notre armée avant d'aller aux élections. Sinon, il y aura des morts. Il y aura des morts comme on assiste aujourd'hui à, comme on appelle, au Congo démocratique. C'est la même chose qui va se produire ici. Nous ne voulons pas que cela se passe. Il faut que l'armée soit purifiée d'abord avant les élections. Bon, c'est ma contribution. Merci, monsieur. Merci à vous. Alors, un dernier tour de table rapide. Messieurs, Okosisi Baba Nicolo, que retenir pour sortir de l'émission en une minute, Okosisi? Aux Ivoiriens, que la direction que prend aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il met sur la table les élections, est politiquement bien introduite. Parce que ceux qu'on a en face sont des assassins. Vous voyez, nos confrères qui ont appelé ont mis sur la table des choses qui sont vraies. Nous avons une autre M23, la rébellion qui était composée des MPCI, MPIGO, MJP et autres, qui s'est retrouvée dans les forces nouvelles. C'était notre M23, puisqu'ils avaient base au Burkina et ils venaient attaquer comme le M23 qui avait base au Rwanda. Si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui insiste
vous parlez des élections, c'est parce que non seulement spirituellement, moralement, physiquement et politiquement, la Côte d'Ivoire a traversé certaines étapes, mais l'étape qui a intéressé plus d'Ivoiriens à se lever et à se mettre dans le combat en se sentant patriote, c'était les étapes des élections. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, malgré qu'il n'ait pas son nom sur la liste, il invite les Ivoiriens aux élections et il ouvre les bras à l'opposition parce que c'est le seul moment, le seul endroit où la Côte d'Ivoire a toujours répondu présente quand il fallait prendre des challenges. Donc, j'invite les Ivoiriens à suivre ses pas, à l'écouter, à se déplacer massivement et à se préparer parce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui est en train de dîner à Paris, n'a qu'autre chose, faire un 4e mandat. Et ce 4e mandat-là, parce qu'il est déjà prédisposé à tuer les Ivoiriens, parce que ce n'est pas chez lui et c'est ce qu'il fera. Donc il faut que les Ivoiriens sachent, oui, aucun Ivoirien ne veut que le sang coule, comme aucun Ivoirien ne voulait qu'il y ait des rébellions et des assassinats en Côte d'Ivoire, mais c'est arrivé. À un moment donné, quand quelqu'un vous impose la guerre, vous ne pouvez pas reculer. Et les Ivoiriens, la population ensemble, est la seule arme sur laquelle le président Gbagbo compte et sur laquelle nous comptons un soulèvement populaire pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Pour sortir de cette émission, je souhaiterais dire simplement aux companélistes merci de m'avoir passé aussi la parole et merci à vous, que l'Afrique gagne toujours. Merci à vous, Kosisi. Alors, Sylvain, pour sortir, vous avez également 1 minute de temps de parole. Très désagréablement surpris par l'action de Déby qui a chassé la France et qui vient installer les Turcs au Tchad pour surveiller son territoire. Il pouvait quand même simplement appeler des formateurs qui forment et qui s'en vont et envoyer même ces grands militaires en Turquie et ailleurs pour être formés, pour qu'ils viennent en tout cas répandre leur expérience sur le terrain. Mais c'est un choix qu'il a fait et il faut qu'il soit prêt également à assumer les conséquences. Lorsqu'on vient à la Côte d'Ivoire, je demande aux Ivoiriens de ne pas dormir sur leur laurier parce que Alassane Dramane Ouattara est à l'Élysée pour signer un autre contrat avec Emmanuel Macron, comme je l'ai dit, pour un 4e mandat. Il est allé chercher son assurance, il est allé chercher à être rassuré pour venir annoncer hautement et à grande pompe qu'il sera candidat. Donc Alassane Dramane Ouattara, qui a toujours parlé d'une douzaine ou bien d'une demi-douzaine de membres de son parti qui sont prêts à assurer la présidence, ne peut pas quitter cette présidence. Parce que normalement, lorsqu'on dit que le président Laurent Gbagbo a été innocenté, lorsqu'il vient, s'il y avait justice, on dégage Alassane Dramane Ouattara de Saint-Doux et Gbagbo prenait sa place. Parce que c'est là qu'il était. Il n'a pas commis de crime. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, Alassane Dramane Ouattara, le sauteur des murs, qui n'a plus de force, il a peur d'aller en prison et donc il veut franchement, à tout moment, s'accrocher au pouvoir. Voilà pourquoi il est allé en visite privée, en dîner privé avec Emmanuel Macron, son petit-fils, et pour avoir l'assurance pour venir briguer un 4e mandat. Je vous remercie. Je salue tous mes copanélistes, Patrice Ndom, Okosisi et tous ceux qui ont appelé. Et vive For You Media. Merci à vous, Sylvain Okosisi Baba Nicolo. Merci également à vous, Adama Inassé, depuis Bobo Dioulasso, du côté du Burkina Faso, et pas à Ouagadougou, comme on l'a mentionné en tout début d'émission. Merci à vous, Adama Inassé. Doyen, une fois de plus, merci pour cette disponibilité légendaire. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore tous ceux d'ailleurs qui nous suivent au quotidien. C'était donc tout pour cette première production du mois de février de votre émission Le Point sur l'actualité. Restez connectés, branchez d'ailleurs à nos programmes. Demain matin, retrouvez Siken Doumbé. Nous parlerons de l'actualité du côté de la République démocratique du Congo, mais surtout du rôle que voudrait jouer l'actuel président sénégalais, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Portez-vous bien.